Bienvenue à cette formation relative à l'exécution du budget et des travaux de fin d'exercice budgétaire. Voilà, je commence encore par me présenter. Moi, c'est qui? Moi, c'est Alpha Kassongo. Je suis chef de service du budget à la direction générale de l'Institut des musées nationaux du Congo, en sigle IMNC. Voilà, nous étions dans cette formation. À la première vidéo, nous avons parlé de la première partie. On a parlé de l'introduction, on a parlé de valeur référence d'un agent du musée. La deuxième chose, nous avons parlé de l'organisation du service du budget, on a parlé des attributions du service, on a parlé des attributions de chaque personne qui constitue ces services, quel est le rôle de chacun. On a parlé de tout ça à long et à large. Alors aujourd'hui, il est question de parler de la deuxième partie qui est le procédure d'encaissement et de décaissement, c'est-à-dire les entrées et le sortie. Voilà. Cette deuxième partie aura 6 chapitres, comme vous le voyez. Le premier chapitre, nous allons parler des actes générateurs. Le deuxième chapitre, nous allons parler de documents utilisés et leur importance. Le troisième, nous allons parler des imputations budgétaires. Quatrième, de justificatifs. Cinquième, nous allons parler de procédure d'encaissement. Enfin, sixième, nous allons parler de procédure de décaissement. Alors, uniquement pour cette vidéo, nous allons parler du premier et du deuxième chapitre et nous allons nous limiter. Comme ça, la vidéo que vous allez suivre juste après ici sera celle qui va parler des imputations budgétaires. Let's go. Premier chapitre, les actes générateurs d'encaissement et de décaissement. C'est quoi? Nous devons savoir que les actes générateurs, ce sont des documents légaux qui donnent lieu à la perception de fonds et à l'exécution d'une dépense. Comme la loi le dit, c'est la loi de finances, le dit dans le chapitre 5 à son article 9 et 10, la loi dit il ne peut être établi d'impôt que par la loi. C'est pour dire que tout ce que tout établissement public peut percevoir auprès de public, auprès de tierces, doit être établi que par la loi. Ça veut dire l'acte générateur. Et on dit ici, aucune dépense ne peut être exécutée s'il a été défini par un texte régulièrement adopté et publié par l'autorité compétente. Ça veut dire aucune personne ne peut effectuer une dépense si elle a été prise régulièrement par l'autorité compétente. D'où il est important que nous puissions toujours considérer les actes générateurs quand on parle de dépenses et de recettes. Alors, il nous faut savoir qu'il existe plusieurs actes générateurs qui peuvent être regroupés en deux catégories. Voilà, on parle de première catégorie, ce sont des textes légaux. Je dis des textes légaux. Les textes légaux sont des lois et des textes réglementaires qui fixent les types de ressources à encaisser et des types de modalités des dépenses à exécuter. Ces documents sont plus exploités au chapitre 2, nous allons le voir quand on va parler de documents consultatifs, nous allons parler de ça à long et à large. Mais ce que nous devons savoir que ce sont des textes légaux qui sont des actes générateurs. Deuxièmement, nous parlons des actes d'engagement. Alors, les actes d'engagement sont des documents légaux qui donnent lieu à la perception de fonds et à l'exécution d'une dépense, à l'instar de contrats, de réquisitions, des états de somme, d'ordre de mission et des actes de reconnaissance. Ces documents, d'une certaine manière, quand ce sont des sous-bassements, certains des dépenses, les autres de recettes. Et ces actes doivent être pris avec considération. Aucune dépense ne peut être effectuée si cet acte n'est pas réuni. Aucune dépense, aucune entrée ne peut être considérée si ça n'existe pas à la loi. Un jour, je me suis retrouvé avec une situation où quelqu'un me pose la question, quand on punit un agent et que la loi dit que nous devons retenir dans son salaire les tiers de sa rémunération, est-ce que cet argent doit réellement entrer à la caisse? Or non, non. Parce que, étant établissement public, nous sommes habilités à sanctionner. Mais le retenu que nous pouvons prendre dans la rémunération d'une personne n'est pas une recette pour nous. C'est plutôt ce qui doit revenir à l'État parce que nous sommes payés par le trésor public. Cet argent doit revenir au trésor public. Vous voyez maintenant l'importance des actes générateurs. D'où, dans chaque dépense que vous devez effectuer, vous devez tenir compte des actes générateurs. Dans le recette que vous devez encaisser dans votre caisse, tenez compte des actes générateurs. S'il n'y a pas d'acte générateur d'une dépense ou d'une des recettes, cette entrée ou cette sortie est irrégulière. Ça, c'est très, très important.
Alors, on a fini le premier chapitre. C'était si court que ça. Nous allons vers le chapitre qui est un peu plus long. C'est là que nous allons finir pour cette vidéo. Nous allons parler des documents utilisés et leur importance. Les documents utilisés dans les finances et leur importance. Ce que nous devons savoir que dans les finances, nous utilisons plusieurs documents. C'est regroupé en trois catégories. Donc, je préférais comme ça les regrouper en trois catégories pour vous permettre de comprendre les constitutifs de chaque document. Alors, nous avons trois types de documents, comme vous le voyez à la télé avec moi. Le premier type de document sont les documents consultatifs. On appelle deux documents consultatifs, comme le mot vous le dit, le document dont on consulte. Il y a deuxième type de document, ce sont les documents de procédure d'exécution budgétaire. Parlant de l'exécution budgétaire, nous voyons les entrées, également le sortie de fonds, ce qu'on appelle exécution budgétaire. Alors, il y a des documents qui accompagnent cette procédure. Et troisièmement, nous avons des documents à produire, les documents que le service des finances est appelé à produire. Ce sont les trois types de documents que nous allons exploiter rapidement ici. Alors, nous commençons par parler de documents consultatifs. Alors, le document consultatif a aussi deux autres groupes de documents. Hein. Il y a beaucoup de groupes, mais ça, c'est comme ça. Deux types de documents. Il y a d'un côté les textes légaux, de l'autre côté, il y a le texte de loi et les textes réglementaires. Alors, nous allons un peu approfondir là-dessus. Je disais, le document consultatif a deux groupes de documents. Il y a les textes légaux, les textes légaux de l'IMNC. Il y a les lois et les textes réglementaires. Alors, c'est quoi tout ça? Les textes légaux, les lois et les textes réglementaires. Nous parlons d'abord des textes légaux de l'IMNC. Nous allons parler de leur importance. Let's go. Premièrement, nous avons l'acte, ou soit les textes légaux qui créent l'IMNC. Vous voyez le tableau qui est juste derrière moi. Il y a une colonne qui parle de l'ordre, il y a une deuxième qui parle de l'action, et la troisième colonne parle du texte. Le texte en question, c'est quoi? Alors, il y a le premier document qui est le document de création. L'IMNC a été créé par l'ordonnance numéro 70 089 du 11 mars 1970 portant création de l'Institut des musées nationaux du Congo. C'est ces documents qui créent l'IMNC. Nous ne devons pas oublier à ce jour, ces documents n'ont jamais été abrogés. Ça a été signé depuis l'époque de feu maréchal Mobutu. C'est là que l'IMNC a vu le jour pour la première fois. Et en créant l'IMNC, il y a des prérogatives qui ont été bien établies dans ces documents. Aujourd'hui, nous sommes censés de consulter ces documents pour savoir quelles sont nos prérogatives. Nous avons été créés pourquoi? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que nous ne sommes pas censés faire? Et tout ça, c'est dans ces documents. Vous trouvez maintenant l'importance de cet acte, de ce texte consultatif. Le deuxième document, c'est l'ordonnance aussi du 11 mars 1972 portant sur le statut du personnel de l'IMNC. Vous devez savoir que ces documents fixent le statut du personnel. À ce jour, nous avons un statut, une ordonnance qui fixe le statut de l'IMNC. C'est un peu vieille. Aujourd'hui, je peux dire que ça ne correspond pas trop à la réalité, mais est-il que c'est un document que nous devons consulter en cas où nous devons savoir le statut des agents de l'IMNC, et c'est là que nous devons trouver ces documents. Nous devons consulter ces documents pour nous permettre de bien comprendre ce qui est de l'IMNC. Le troisième document, l'action qu'il fixe, c'est placé sous tutelle. Justement, quelques années plus tard, le maréchal a pris encore un document, un autre texte légal, une ordonnance. Cette fois-ci, cette ordonnance faisait de l'IMNC une institution publique qui était dépendante de la présidence. L'IMNC quittait à la présidence pour venir, vous allez voir là-bas, les départements de culture. Aujourd'hui, c'est le ministère de Culture et des Arts Patrimoine. L'IMNC était placé sous tutelle du ministère de Culture, Arts et Patrimoine avec ces décrets. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes sous tutelle du ministère de Culture, Arts, c'était avec ces documents. Mais je dois préciser encore, quoique nous étions placés sous tutelle, étant que financier, vous devez savoir que nous avons une autonomie administrative et financière. Vous voyez, toutes ces informations sont à consulter dans le document dont je venais de vous parler. Le quatrième document, c'est le document qui fixe le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des musées nationaux du Congo. Ces documents, au jour où je tourne ces vidéos, au jour où je vous parle, ces documents est en train d'être revus. Ces documents ont été publiés depuis 2005, mais aujourd'hui nous sommes en 2025. Ces documents datent presque de 10 ans. Aujourd'hui, ces documents est en train d'être
revu. Donc, très bientôt, on aura un autre règlement de l'intérieur. Mais parmi les documents que nous, financiers, nous devons consulter, il y a aussi les règlements intérieurs parce que là, nous pouvons savoir quels sont les actes auxquels nous devons tenir compte dans l'exécution de notre travail en tant que financier et dans l'exécution de nos tâches, dans l'exécution du budget. Le cinquième document dont je veux parler encore, c'est le document qui fixe les statuts de l'IMNC. Le document qui fixe les statuts de l'IMNC. Alors, ce que vous devez savoir, pas de confusion. L'IMNC a été créé par ordonnance. Mais il y a une série de lois, le loi 08, le loi qui fixe les dispositions applicables aux établissements publics. C'est dans cette loi que tire le statut de l'IMNC. Nous avons été transformés en entreprise vers l'établissement public. Nous étions, quand on nous a créé, une entreprise publique, allais-je dire, désolé. Mais aujourd'hui, nous sommes un établissement public. Étant un établissement public, nous dépendons de la loi portant les règles applicables aux établissements publics. C'est de là que découle notre statut. Ça, c'est très important. Ces documents, nous devons aussi les consulter parce que c'est de là que découle notre statut. Donc, à ce jour, nous avons un statut qui nous régit, un statut qui nous donne des prérogatives, qui met à jour aujourd'hui le prérogatif de l'IMNC par rapport à l'ordonnance de création. Nous devons savoir ça comme ça. Mais l'ordonnance de création reste toujours en vigueur parce qu'elle n'a pas été abrogée. Alors, après ces documents, nous avons la convention collective. La convention collective, c'est une attente entre l'employeur qui est l'IMNC et le personnel et les agents de l'IMNC. Il y a une convention qui a été créée. Cette convention, nous allons le trouver dans le Code du travail. Le Code du travail dit que cette convention peut être mise en place pour donner plus de privilèges au personnel. Alors, quand le personnel se dit que voilà, les textes qui régissent l'institution, les statuts du personnel, le règlement d'intérieur ne donnent pas assez d'avantages au personnel, ils sont appelés à faire une convention entre l'employeur et l'institution pour essayer de trouver le juste milieu. Et cet acte est légal, repris dans le Code du travail. D'où la convention collective est le document vraiment que nous devons consulter en tant que financier parce que là, il y a de montants auxquels la loi fixe à chaque activité, à chaque action. Il y a des montants qui sont fixés, il y a des choses qui découlent, qui ont des répercussions financières aussi, que nous, étant que financiers, nous sommes obligés de savoir. Donc voilà, c'était là tout le texte légaux de l'IMNC auquel je nous exhorte vraiment à consulter. Et je pense que nous allons mettre à votre disposition tous ces documents. Et après, ici, j'espère que nous allons vous contacter. Hein. Chaque musée sera contacté par une personne relevante de la direction générale pour essayer d'entrer en contact et mettre à votre disposition tous ces documents dont nous venons de parler tout de suite. Voilà. Nous allons parler de textes, de lois et textes réglementaires. Hein, les lois et textes réglementaires. Vous allez savoir pourquoi est-ce que ce sont des lois et des textes réglementaires. Alors, ce que nous devons savoir, dans les lois et textes réglementaires, nous avons premièrement, les textes qui fixent les règles générales de finances publiques. Hein, la gestion des finances publiques, c'est ce qu'on appelle la loi des finances publiques. La loi des finances publiques. Cette loi fixe les règles générales. Nous sommes un établissement public. Tout ce que nous gérons, il y a un acte qui nous a donné, comme j'ai parlé des actes générateurs, il y a un acte qui nous a donné le droit de percevoir l'argent au nom de l'État. Alors, si nous percevons l'argent au nom de l'État, nous devons aussi le dépenser par rapport aux normes fixées par l'État. Raison pour laquelle nous devons toujours consulter ces documents des finances publiques qui fixent les règles relatives à la gestion des finances publiques. Donc, ce document est très important. Vous devez le consulter. Le deuxième document, c'est la loi des finances. C'est différent entre la loi des finances publiques et la loi des finances. La loi des finances, c'est juste le budget annuel de la RDC, ce qu'on appelle la loi des finances. Alors, ce document est aussi important à consulter. Pourquoi? Parce que l'IMNC étant un établissement public, chaque année, l'État congolais alloue un crédit pour les subventions de l'IMNC, parce que si vous consultez la loi relative aux finances publiques, il est dit que quand un établissement public, un service public accuse un déficit,
l'État doit subvenir avec ce qu'on appelle de subventions. Alors, l'IMNC est bénéficiaire de subventions de l'État, d'où ces documents doivent être consultés. Mais il n'y a pas seulement les subventions de l'État, hein, il y a aussi l'intervention scientifique et culturelle et économique, que nous sommes aussi bénéficiaires. Donc, il y a aussi même notre rémunération est toujours fixée dans cette loi, hein, de la loi des finances annuelles. Il faudrait beaucoup le consulter. Le troisième document qu'il faut consulter, je l'avais presque parlé, c'est le Code du travail. Nous sommes régis par le Code du travail. Comme je vous avais dit, si vous consultez le statut de l'IMNC, le statut dit que nous sommes régis par le Code du travail. Et aujourd'hui, c'est très important que chaque agent, chaque financier puisse consulter ces documents pour savoir quelles sont les règles qui découlent. Alors, voici pourquoi, je vous donne un petit exemple, hein, pourquoi vous devez consulter cet agent. Il se peut qu'au musée où vous êtes, vous avez besoin de prendre des personnes pour le travail temporaire. Communément, on appelle les journaliers. Si vous prenez ces gens dans votre travail, vous devez savoir que la loi dit que quand vous dépassez avec ces personnes un contrat de 2 mois, vous êtes obligé de les engager. Vous, État que financier, quand le contrat est élaboré, on doit vous remettre le contrat, vous consultez et vous êtes là pour assurer l'appui conseil. Souvenez-vous, nous avons parlé au début des attributions du service de finances. Il assure l'appui conseil en matière de finances au musée. Vous devez assurer au directeur pour dire que voilà, après 2 mois, nous sommes obligés et censés d'arrêter le contrat parce que si nous allons au-delà, nous serons obligés de les engager parce que c'est ce que la loi dit. Ça, vous allez le trouver où? C'est dans le Code du travail. Et voilà, il y a beaucoup d'autres règlements que vous allez trouver dans le Code du travail que nous, financiers, nous sommes censés de connaître. À part le Code du travail, il y a aussi le Code d'impôt. Ça, c'est très important. Ces documents, qu'est-ce qu'ils fixent? Ils fixent le taux et les modalités du paiement des impôts, des taxes. Nous devons savoir quels sont les impôts et les taxes auxquels nous sommes assujettis. Notre statut le dit presque très clairement. Le statut dit que nous sommes traités au même droit que l'État. Mais ne vous en faites pas, hein, parce qu'il y a des impôts qu'on ne paye pas, mais nous devons quand même déclarer. C'est très important. Et ça, vous allez le savoir là dans le Code d'impôt. Même dans le Code d'impôt, on fixe certaines limites auxquelles vous devez dépenser. Tout ça, c'est dans le Code d'impôt. Donc, puisqu'on n'en parle pas, c'est une science, c'est une session qui n'a pas prévu de parler en détail de ces codes d'impôt. Je préfère vous dire que les éléments globaux, peut-être à la prochaine, nous pourrons développer le code d'impôt. Comment est-ce que nous pourrons bénéficier? Quelles sont les choses qu'on ne pouvons pas faire relatives au code d'impôt? Mais mine de rien, le code d'impôt est un texte réglementaire et consultatif que nous devons voir. Le sixième, ça fixe les règles du marché public. C'est la loi sur le marché public de la RDC. Nous sommes appelés à effectuer des dépenses, des achats. Nous devons être en partenariat avec le public, mais nous ne le faisons pas comme il nous semble bon. Il y a des lois qui spécifient que quand vous devez faire les achats, quelles sont les règles à respecter. Quand vous devez faire des commandes, quelles sont les règles à respecter. Toutes ces règles sont fixées sur la loi des marchés publics en RDC. Au cas contraire, si vous ne respectez pas, nous tombons dans l'infraction. C'est très important. Et enfin, nous allons parler toujours du texte réglementaire, nous parlons les circulaires relatifs à l'exécution du budget de la loi des finances. Quand je parle de budget, c'est la loi des finances. Ces documents fixent les règles à respecter dans l'exécution du budget. Ces documents fixent que quand il s'agit de primes, combien est-ce que vous devez payer aux agents comme prime? Quand il s'agit des heures supplémentaires, combien est-ce que vous devez payer? Vous ne payez pas un agent de prime comme bon vous semble. Vous ne donnez pas au directeur de prime comme bon vous semble. Vous devez vous référer par rapport à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Quand il s'agit de frais funéraires, qu'est-ce que vous allez donner? Quand il s'agit de mutations, qu'est-ce que vous pouvez donner? Toutes ces montants sont fixés dans ces documents. Donc, vous devez consulter ces documents. Il va beaucoup vous aider dans l'exécution de votre budget ou soit dans l'exécution des finances journalières. À part ça, nous avons le document qu'on appelle la nomenclature budgétaire des dépenses de la RDC. La nomenclature fixe la codification des opérations financières. Si vous prenez aujourd'hui la loi des finances, la loi des finances comme le budget, vous allez voir que là, il y a beaucoup de chiffres. Certains chiffres ne sont pas carrément le montant, ce sont du code. La nomenclature vous aide à savoir ce code veut dire réellement quoi. Même vous, quand vous exécutez les budgets, à un certain moment, quand pour faire l'état
d'exécution du budget, ne vous en faites pas, nous allons en parler. C'est quoi l'état d'exécution du budget? Vous devez vous référer à la nomenclature. Cette nomenclature vous dit que quand vous faites les dépenses relatives aux primes, vous devez le mettre dans tel compte. Ces dépenses vous dit, quand vous faites des dépenses relatives au transport de courses de services, vous devez les affecter à tel compte. Elle vous parle en détail de où est-ce que vous devrez mettre chaque dépense. Ne vous en faites pas. Ça aussi, nous allons en parler dans la prochaine vidéo en long et en large. Mais sinon, après ça, nous parlons aussi de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances, c'est-à-dire le budget. Ces documents fixent les lois et les règles auxquelles nous devons respecter en élaborant le budget. Nous, IMNC, nous participons au budget de l'État. Nous allons vers l'État, au délai et au calendrier qui est prévu. Nous soumettons notre budget, on dit à l'État, voilà, nous avons prévu un budget d'autant, nous sollicitons de vous une subvention d'autant. Nous sollicitons auprès de vous des frais de fonctionnement ou soit des subventions, mais aussi nous demandons aussi la rémunération d'autant. Et pour ce faire, nous devons nous en tenir aux circulaires relatifs à l'élaboration du budget pour essayer de respecter toutes les lois qui est prévues dans ce sens. Et il y a aussi le vademecum des dépenses budgétaires de la RDC. Ces documents fixent les pièces justificatives annexées dans chaque type de dépenses. Les dépenses publiques sont vraiment organisées. La gestion des finances publiques sont très bien organisées, d'où à chaque dépense, la loi vous dit pour tel type de dépense, vous devez annexer tel document. Raison pour laquelle, par ricochet, je peux vous dire que vous ne pouvez pas aller faire des achats vers une entité qui n'a pas le numéro d'impôt, une entité qui ne s'est jamais enregistrée à l'identification nationale, qui ne s'est jamais enregistrée au registre de commerce. Parce que la loi, le vademecum, vous oblige d'avoir ces documents avant d'effectuer une dépense. Vous voyez comment est-ce que ces documents sont importants. Et nous, étant que financiers, nous devons consulter les lois et les textes réglementaires. À part ça, nous avons ce que nous appelons les différents décrets, les arrêtés, les circulaires relatifs à la gestion du public. Alors, ces documents fixent des règles ponctuelles ou permanentes à respecter dans la gestion des finances publiques. Donc, les finances aujourd'hui évoluent du jour au jour. Il y a un arrêté qui peut sortir, il y a un décret qui peut sortir, il y a une circulaire qui peut sortir, mais qui fixe les règles à respecter dans la gestion de finances publiques. Donc, vous voyez ici l'importance de tout ça. Nous venons de parler de documents consultatifs et même de recettes. Donc, ce sont là les documents que nous allons parler tout de suite. Alors, dans ces documents, nous devons savoir que ces documents sont composés, premièrement, des états de besoin, deuxièmement, de demandes de fonds, troisièmement, de bons d'entrée et enfin, de bons de sortie. Ce sont ces documents qui accompagnent l'exécution budgétaire. Alors, nous allons en parler, même cette procédure, nous allons en parler en long et en large, ne vous en faites pas. Alors, nous parlons premièrement de l'état de besoin. C'est quoi un état de besoin? Voilà, voici. L'état de besoin, c'est un document qui contient le besoin exprimé d'une personne. Quand on parle d'une personne, on parle d'un agent, mais on parle aussi d'un individu qui peut exprimer le besoin au travers du musée ou d'une entité. On peut parler aussi d'un autre service, pas de l'État, peut-être un autre service qui peut exprimer aussi un besoin, signé par le chef des services demandeurs. Voilà. Pour les agents du musée, il y a le chef des services qui doit signer dans ces documents. Ça doit être signé, contresigné par les directeurs des services demandeurs. Ça, c'est ce qui s'est fait à la direction générale. Mais au musée, vous devez savoir que chaque chargé de fonction signe son état de besoin et le fait contresigner par son chef de service. Si un chargé d'une fonction veut faire un état de besoin, il fait un état de besoin conformément aux documents que nous allons vous montrer tout de suite. Il signe ces documents, il l'amène à son chef pour valider cet état de besoin. Les agents ne sont pas appelés eux-mêmes à faire les états de besoin et à venir directement aux finances. Ils doivent toujours passer par leur hiérarchie pour valider cet état de besoin. Enfin, ils les amènent au service des finances pour exécution. Quand il s'agit d'un chef de service, lui aussi, il va signer son état de besoin. À ces moments, la place réservée pour la signature de l'agent sera vide. Ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Alors, concernant l'état de besoin, nous devons savoir est invalide tout état de besoin non signé ou contresigné ou mal rempli. C'est invalide, c'est un document invalide que le service des finances ne doit pas tenir en compte. Quand un document est mal rempli,
c'est un document invalide. Quand un document n'a pas de date, c'est un document invalide. Quand un document n'est pas signé, invalide. Quand il n'est pas contre-signé, est invalide aussi. Vous devez le savoir comme ça et vous devez les appliquer comme ça. Rappelez-vous, nous avons parlé qu'un agent des finances doit être rigoureux dans son travail. Et ça, c'est très important. Toujours concernant les états de besoin, nous devons savoir qu'il y a deux sortes d'états de besoin. Il y a l'état de besoin de biens, il y a un état de besoin de transport, mais qui s'adapte à toute expression émise par le service. Donc, il y a certains services, quand ils expriment le besoin, on doit l'adapter peut-être à l'état de besoin de biens. Si c'est pour le cours de service de transport, il y a un autre état de besoin, parce que ces deux dépenses sont distinctement séparées. Nous allons en parler quand nous allons parler de justificatifs et des imputations budgétaires. Vous allez voir que nous allons en parler en long et à large. Mais notez bien, cela n'empêche pas que certaines personnes expriment leurs besoins par des correspondances. Exemple, vous avez un agent qui sollicite que l'institution puisse le prendre en charge parce qu'il était malade. Il exprime par quoi? Il fait une correspondance. Ça fait office aussi d'état de besoin. Un agent qui fait une réclamation de remboursement, peut-être de l'argent qu'il a utilisé au profit de l'institution, il peut le faire aussi par des correspondances. Ça fait aussi office d'un état de besoin. Mais de manière générale, l'état de besoin doit être respecté selon les conformités. Alors, tiens, voilà l'état de besoin dont je vais vous parler. Elle est là. L'état de besoin tel que produit le document général est là. Ici, le modèle que je vous parle, ici, c'est le modèle du MNRDC, notre musée national de la RDC. C'est le modèle qu'ils utilisent. Alors, j'ai voulu prendre ça comme modèle. Vous voyez que l'état de besoin que vous voyez, la première, c'est la chose qui est écrit, République démocratique du Congo, là où nous sommes. Deuxièmement, c'est le ministère des Cultures, ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, auquel nous sommes sous tutelle. Et il y a l'Institut des musées nationaux du Congo, qui est en majuscule. Après, c'est le nom du musée. Cette disposition doit être respectée dans la conception de votre état de besoin. Respectez cette disposition, respectez la police, respectez aussi la taille. Vous devez le respecter comme ça. À la limite, si vous n'êtes pas toujours en mesure de le faire, mes collaborateurs ou soit moi-même, nous sommes en mesure de vous envoyer le document auquel vous pouvez adapter à votre réalité. Mais de l'autre côté, vous voyez, il y a le drapeau de la RDC. Et de l'autre côté, vous devez mettre votre logo. C'est votre logo qui doit se retrouver. Ce n'est pas le logo de l'IMNC, mais c'est le logo du musée. Après, il y a mention de service, état de besoin, le motif et autres. Mais pour s'approcher un peu, vous voyez un peu ce qui est là. Vous voyez, c'est maintenant plus grand, ce que j'étais en train de dire. RDC, ministère de Culture, Art, tout ça. Dans un état de besoin, le nom du service doit toujours être mentionné. C'est quel service qui émet l'état de besoin? C'est quel service? Et c'est quoi le motif de cet état de besoin? Et là, on liste le besoin de désignation, on liste la quantité, le prix unitaire et le prix total. C'est très important. Et par la suite, on met le total de tous les besoins exprimés, on met le total. On remplit la date, on signe là où je vous ai parlé des signatures, c'est là. Donc, il y a la place où l'agent demandeur signe, il y a une place où le chef de service de l'argent qui signe. Si tous ces endroits sont signés, eh ben, l'état de besoin est valide, vous pouvez le recevoir. Ça, c'est très, très, très important. Alors, nous avons aussi parlé de l'état de besoin de course, de service, de transport. Elle est là. C'est cet état de besoin dont j'étais en train de vous parler. Donc, elle est presque la même configuration, mais voyez un peu la petite différence qu'il y a là, que cet état de besoin, il demande le motif, il demande aussi l'objet, chose qui n'est pas dans notre état de besoin. Là, on demande également l'objet, parce que le motif, c'est une course de service. Mais une course de service fait quoi? Dépôt courrier, achat ou quoi? On doit mettre l'objet de la course de service et on doit mettre la destination. Il va où? C'est pour nous permettre de savoir la partie qui va suivre, il aura besoin de combien? C'est quoi les moyens de transport qu'il doit utiliser? Il met la date, il signe, il va sur son service de service, il signe. Quand l'état de besoin vient au service des finances, vous devez premièrement vérifier que les montants sont correctement remplis. Vous devez vérifier aussi que la demande relative aux courses de services correspond réellement à ce que vous devez donner. Parce que pour quelqu'un qui va pour une distance de peu de mètres, il ne vous demande pas 50 000. Et ça, vous allez le découvrir dans l'état de besoin qui est bien rempli. Ça vous permet de faire de réajustements. Au cas contraire, vous serez aussi complice d'une mauvaise gestion.
Donc, l'état de besoin, c'est un document de procédure auquel vous devez beaucoup tirer attention. Terminé avec l'état de besoin, nous allons parler de ce document qu'on appelle demande de fonds. C'est quoi une demande de fonds? Alors, le modèle est presque là. Voilà. Donc, je parle, le document de fonds, c'est le document d'engagement des dépenses. C'est là que toute dépense commence à être engagée. Aux musées nationaux, il est signé par les demandeurs. C'est les demandeurs lui-même quand on engage une dépense. Nous allons bien en parler quand nous allons parler de procédure de décaissement. Les demandeurs signent l'état de besoin qu'il va recevoir au service du budget, ou soit c'est le chargé du budget. Il est contresigné par les ordonnateurs. Au musée national, les ordonnateurs, c'est le chef de service des finances et le directeur du musée. Ce sont les deux ordonnateurs, donc ils contresignent aussi dans la demande de fonds. C'est le document d'engagement, c'est-à-dire les dépenses commencent par là. Et voici le document dont je vous parle. Voilà. Le document est là. Il y a un numéro attaché à ces documents. Il y a également la date, l'année. Il y a le nom de la personne qui fait la demande. Il y a le montant qu'il a sollicité. Il se peut que la personne sollicite un montant X, qu'on lui donne un montant Y. C'est toujours possible, raison pour laquelle, dans ces documents, vous voyez qu'il a écrit montant sollicité et montant accordé. Il y a également le motif. Cet argent qu'il demande, c'est pourquoi est-ce qu'il demande cet argent. Quand c'est rempli, le service des finances devra mettre d'un côté les imputations budgétaires et de l'autre côté les imputations comptables. Toutes ces imputations, surtout relatives au budget, nous allons en parler, comme je vous ai promis, à la vidéo qui va suivre. Et après, le demandeur va signer si la dépense est accordée. Les ordonnateurs vont aussi contresigner. Après, ce document ira à la caisse pour décaissement. Simplement. Le document qui suit, ce qu'on appelle le bon d'entrée. Le bon d'entrée, c'est le document qui fait office de l'entrée des finances ou de fonds dans la caisse. Je vous l'ai presque dit, c'est le document d'encaissement de fonds. Il est signé par le caissier ou la caissière et les ordonnateurs. Parce que l'argent ne peut pas entrer à la caisse si les ordonnateurs ne sont pas au courant. Les ordonnateurs doivent valider que l'argent doit entrer et qu'est-ce qui exprime, qu'est-ce qui justifie? C'est la signature de l'ordonnateur. Le chef de service signe pour dire que voilà, j'ai tué au courant que l'argent devait entrer à la caisse. Donc, ça, c'est important. Et le bon d'entrée est là. Ouais, le document est là, juste derrière vous. Donc, c'est très simple à remplir. Et c'est comme ça, ces modèles ici que vous devez faire. Comme je vous ai dit, le modèle que nous avons tenu compte, c'est toujours le modèle du Musée national de la RDC. C'est ce modèle auquel vous devez aussi adapter à vos modèles là-bas. Et après, il y a ce qu'on appelle le bon de sortie. Les bons de sortie, c'est le document de décaissement de fonds à la caisse. Il est établi en guise de décharge du percepteur. Parce que quand quelqu'un perçoit l'argent, il doit soit signer une décharge, ou soit il signe des bons de sortie. Ça prouve à suffisance que la caissière a bel et bien mis à disposition de la personne, du demandeur, l'argent qu'il a demandé. Alors, celui qui perçoit l'argent est habilité à justifier l'argent qu'il a reçu en ayant 48 heures. Après 48 heures, l'argent qui a été décaissé à la banque doit être justifié. Au cas contraire, vous soumettez le dossier au service administratif et la personne peut couper des sanctions auxquelles la loi prévoit dans ce sens. Ça, c'est très important. Et le document dont on parlait, le bon de sortie est là. Simple encore, simple encore. Vous voyez comment est-ce que c'est établi, le nom de la personne remis, la somme en tout, en chiffres, la somme en toutes lettres, le motif, la signature de la personne qui a perçu l'argent, son numéro de téléphone, la date, et voilà. Donc, vous voyez, vraiment, c'est la forme, c'est d'une décharge. La personne décharge le caissier pour dire que il a bien perçu l'argent. C'est parmi les documents de justificatif aussi. Et voilà, nous avons fini le deuxième type de document. Et nous parlons maintenant de l'autre document, c'est-à-dire ce sont des documents à produire. Alors ici, suivez-moi aussi calmement et très bien parce qu'il y a beaucoup de documents que les services de finances sont habilités à produire. Voilà. Parmi les documents à produire que les services de finances doivent produire, il y a premièrement les prévisions budgétaires, ce qu'on appelle le budget. Les services de finances sont appelés à les produire, j'en avais parlé, je vous avais promis que je viens parler en détail, c'est maintenant que j'en parlerai en détail. Il y a de prévision des dépenses périodiques. Ça aussi, c'est un document que le service de finances doit produire. Et enfin, il y a l'état d'exécution budgétaire. Ce que vous comprenez dans tout ça, il y a toujours dépenses, il y a toujours budget, justement, parce que cette formation, on parle plus de prévision des opérations qui sont relatives
au service du budget. On parle de prévision budgétaire annuelle, ça veut dire le budget. Ce que nous devons savoir avec le budget, c'est une information générale, le budget et les constructions du budget. Le budget est un instrument de gestion d'une entité, contenant les informations chiffrées sur les ressources et les recettes et leur utilisation. Il est essentiellement subdivisé en deux parties, les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre côté, et doit être en équilibre entre les deux parties pour une meilleure utilisation. Alors, parlons d'une structure fonctionnelle, d'une entité. C'est une structure fonctionnelle, à l'instar d'un établissement, d'une entreprise, d'une société. Voilà. Alors, le modèle du budget, comme je vous l'ai dit, elle est là. Tel est le modèle du budget. Simple. C'est un modèle simple du budget. Vous voyez de l'autre côté les ressources, de l'autre côté les dépenses. Vous voyez de l'autre côté comment est-ce que la personne a établi ce qu'il aura comme ressources à utiliser. De l'autre côté, il démontre comment est-ce qu'il va utiliser. Et il démontre le sous-total. C'est-à-dire que les ressources seront autant, les dépenses seront autant, et il montre aussi le solde. Mais ce que vous devez savoir dans les prévisions budgétaires, quand les prévisions budgétaires, les chiffres sont égales, c'est un budget équilibré. Quand le budget est moins, ça veut dire que ça donne un signe moins, c'est un budget déficitaire. Quand le signe est plus ou soit positif, c'est un budget excédentaire. Dans le meilleur des cas, le budget doit être en équilibre. Ça, c'est les informations générales sur le budget. Alors, parlant du budget d'un musée, vous devez savoir que le budget d'un musée est un outil de référence du programme muséal annuel. Et il reflète l'action planifiée de gestion courante d'un musée pour un exercice budgétaire et conforme aux missions confiées à l'IMNC. Alors, ce que vous devez savoir, dans le programme annuel d'un musée, on trouve des activités, on trouve des projets, on trouve des achats, on trouve des missions, on trouve même d'autres achats. Tout ça, ce qu'on appelle le programme annuel d'un musée. Alors, vous devez savoir que le programme annuel d'un musée fait naître de besoins. Les besoins doivent être quantifiés, les besoins doivent être coûtés, c'est-à-dire il faut quantifier, on aura besoin de combien, ça va coûter aussi combien. Tout ça, ça fait ce qu'on appelle le dépense. Voilà. Et les dépenses, à leur tour, nous donnent besoin de financement. Nous avons besoin d'avoir des financements et des financements, ce qu'on appelle des ressources, et ensemble, ce qui constitue les budgets de l'État. Et notre budget, le budget d'un musée, simplement comme ça, est plus facile. Donc, alors, ce que nous devons savoir aussi dans le budget, nous l'avons presque dit, le budget a deux parties, les ressources et les dépenses, mais le budget d'un musée est réparti en trois grandes rubriques. Il y a le fonctionnement, il y a l'investissement et il y a le projet. Le fonctionnement, c'est la gestion courante d'un musée. Les investissements, ce sont de grands projets et de grandes acquisitions que le musée prévoit de réaliser. Et les projets, ce sont des projets que le musée tient à réaliser au courant d'une année. Et le budget doit toujours être annuel. Quoique, il est possible qu'il y ait des budgets périodiques, ça aussi c'est possible. Alors, le document qui contient le budget, par contre, ce document est subdivisé en deux parties. Ça veut dire quoi? Le document par lequel est coulé votre budget, quand on tient votre budget, ce document est subdivisé en deux parties. Il y a premièrement la présentation, il y a deuxièmement les annexes. Comme vous voyez, il y a les annexes à côté, il y a la présentation du budget. Dans la présentation, nous avons 3 points. Les 3 points sont l'exposé des motifs, les recettes, ainsi que les dépenses. Alors ça, de ce côté, je vous suggère carrément de voir, il y a une vidéo que nous avons publiée très récemment sur l'élaboration du budget. Nous en avons parlé en détail, c'est quoi le contenu de tout ça. Mais de l'autre côté, nous avons aussi dans les annexes, nous avons les synthèses générales, les synthèses descriptives et nous avons les fiches détails. Vous devez savoir que la synthèse descriptive parle mieux de votre budget. Il exprime clairement votre budget. Le côté présentation, vous parlez un peu le côté théorique de votre budget, mais dans les annexes, on trouve les chiffres. Ça permet aux financiers, à toute personne qui sait analyser les finances, il peut facilement analyser votre budget. C'est très important. Et là, nous parlons maintenant de dépenses périodiques. Les dépenses périodiques dont nous parlons ici, voilà. Les dépenses périodiques, c'est un document qui contient de prévision des dépenses d'une période bien définie, tenant compte des états de besoin exprimés. Elles sont ponctuelles ou permanentes. C'est ce qu'on doit savoir. Alors, quand on parle de prévision de dépenses ponctuelles, ce sont des dépenses qui surgissent au moment où on s'attend le moins. Mais il y a ce qu'on appelle les dépenses permanentes, des dépenses auxquelles le musée fait chaque jour et fait au quotidien. C'est ce qu'on appelle les prévisions permanentes. Alors, le chargé du budget doit être en mesure de produire d'un côté, mettre ensemble tous les états de besoin
exprimé pour produire ce qu'on appelle les prévisions ponctuelles et doit être en mesure de comprendre tous les engagements, tout ce que le musée est habilité à faire mensuellement ou soit hebdomadairement, c'est ce qu'on appelle les prévisions des dépenses permanentes. Et enfin, nous parlons d'un document qu'on appelle état d'exécution budgétaire. État d'exécution budgétaire. Ces documents n'est pas en vain. Si on en parle, c'est pas en vain parce que, comme je vous avais parlé de textes légaux, de l'IMNC, quand vous vérifiez le statut de l'IMNC à son article 34, la loi dit ceci. À la fin de chaque exercice, la direction générale élabore un état d'exécution du budget dans ces documents lesquels on présente dans des colonnes successives les prévisions des recettes, les prévisions des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses et les différences entre les prévisions et les recettes. Vous voyez, quand je vous avais dit que c'était important de parler de tout ça. Donc, ces documents a son importance parce que ça présente d'une certaine manière, comme je le disais, l'état d'exécution du budget. C'est comme une sorte de bilan. C'est très important que vous pouvez exprimer votre besoin, donc et exprimer l'état d'exécution de votre budget. Et ça, c'est très important. Et voici le modèle de l'état d'exécution du budget que vous devez produire. Vous voyez, de l'autre côté, il y a les ressources. Au-dessus, en bas, il y a les dépenses. Et ces ressources, nous avons une sorte de nomenclature que nous avons fait. Il y a les rapports à nouveau, il y a les subventions de l'État que nous avons opté, il y a les recettes propres, il y a les autres ressources. Et par les dépenses, nous avons réparti la nomenclature de l'État. Cette nomenclature, ce qui va suivre dans la vidéo qui va venir après ici, vous allez voir que nous allons parler maintenant de cette nomenclature. Et il y a les types de dépenses qu'on a catégorisées, les dépenses de dette en capital, il y a les dépenses de personnel et il y a tout autre type de dépenses qui sont mis dans ces documents. Donc voilà, nous avons fini cette partie. Nous sommes très heureux, très chanceux aussi de partager avec vous ces connaissances. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'écouter et de réécouter encore ces vidéos. Là où vous avez de lacunes, essayez de poser des questions et nous serons là pour vous répondre. Merci.